certainement de façon peut-être locale ou en tout cas dans le cadre de la décentralisation, imaginer des scénarios possibles tout en respectant l'esprit de la Constitution du Mali. Je crois que les Maliens ne sont pas aussi pauvres en imagination pour ne pas trouver une solution qui nous est propre, Inch'Allah. Vous avez dit que vous avez rencontré certains responsables des occupants. On sait que parmi les occupants, il y a le groupe Ansardine avec son leader Iyad Agali. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer? Non, on ne l'a pas rencontré physiquement. Nous avons rencontré un responsable de Moujao, mais lui, on s'est parlé au téléphone. Et je lui ai donné rendez-vous pour dire que je reviendrai avec une forte délégation qui va être composée par le Haut Conseil, les éléments du Haut Conseil, mais aussi d'autres éléments de la République du Mali qui ne sont pas forcément des membres du bureau, pour aller vraiment les rencontrer et discuter avec eux, parce que c'est des questions de la charia, et la charia de cette façon est vrac. La charia, ça veut dire toute la législation en matière de religion. Je crois qu'il y a beaucoup de matières à discuter, et il y a beaucoup de points sur lesquels nous on n'est pas d'accord avec leur approche, et avec des arguments que nous avions qui sont des arguments religieux. Et ça, nous tenons vraiment à les voir et discuter avec eux en frères pour voir ce que ça va donner. Quand vous dites qu'il y a des points avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, moi je pense notamment à ces épisodes qui ont un peu bouleversé, qui ont un peu vexé le monde, les 100 coups de fouet sur une place publique à Tombouctou, la lapidation à mort à Aguelok, vous parlez de ces aspects? Mais bien sûr qu'on n'est pas d'accord avec ça, parce que nous pensons que pour appliquer la charia, il y a quand même des préalables qu'il faut respecter. Un groupe d'individus ne peut pas s'arroger le droit d'appliquer la charia. La charia, c'est dans un État qu'on applique la charia. Et ça, et ils ne sont pas dans un État, ils sont des occupants. Certainement, il faut leur dire. Peut-être qu'ils ne le voient pas comme ça. Ils pensent que toute la terre appartient à Dieu, donc partout ils sont, c'est leur terre. Ça, c'est leur façon de voir, mais il y a une autre lecture qui n'est pas cela. Donc la mission que le Haut Conseil va dépêcher, est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle va partir et quelles seront les prochaines étapes de votre implication dans la gestion de ce conflit? On n'a pas encore fixé la date exacte du départ de cette mission, mais nous avons une équipe d'experts qui est là, des éléments, des érudits qui sont là, qui sont en train de pencher sur toutes les questions que nous-mêmes nous pensons qui doivent faire l'objet de discussions entre nous. Donc ils sont là, cette équipe travaille et dans la semaine ils se rencontrent 2-3 fois pour essayer de voir, parce qu'il y a des questions en matière de religion dont l'interprétation peut leur donner eux des arguments pour travailler comme ça, et que nous avons une interprétation contraire donc il faut vraiment maintenant travailler ça sérieusement et aller nous asseoir avec eux. Dans les démarches que vous effectuez, vous êtes en rapport avec le gouvernement? Le gouvernement, effectivement, tout ce qu'on a eu à faire comme démarche, nous avons d'abord demandé l'autorisation du gouvernement. Nous avons essayé que le gouvernement nous donne leur aval pour entreprendre n'importe quelle démarche. C'est ce qu'on a essayé de faire, parce que nous sommes dans un État. Cet État a des normes et que nous respectons. On ne peut pas se permettre de faire quelque chose comme si un État n'existe pas. Non. C'est pour cela, tout ce qu'on a eu à faire pour cette mission, depuis que j'ai eu l'information, parce que c'est des GAO en réalité, que des notabilités m'ont contacté pour me dire que ces gens-là désirent nous parler. Et j'ai informé les autorités compétentes pour leur dire, bon, voilà, j'ai reçu tel contact de tel endroit. Et pour aller, c'est le gouvernement qui a facilité en réalité la mission. Donc le gouvernement est bien au courant. Le gouvernement a dit on va négocier, si ça ne va pas, on va faire la guerre. Vous croyez vraiment qu'on peut sortir de cette situation aujourd'hui par la négociation en parlant? Ben, si je n'y crois pas, je ne ferai rien. C'est parce que je crois que je m'implique. Je crois quand même, jusqu'à la preuve du contraire, je crois qu'on peut faire quelque chose. Je l'ai dit, nous sommes des hommes croyants. Je ne pense pas que cette situation soit au-dessus de nos capacités. Nous pouvons quand même imaginer des scénarios pour faire sortir notre pays dans cette situation et éviter pour nous une guerre.
Parlons de l'état d'esprit de la population elle-même. Comment est-ce qu'elles vivent, les gens qui sont restés là-bas, les populations? Bon, les gens, de mon point de vue, commencent à vivre ça avec beaucoup de philosophie. Ils pensent que, bon, ils n'ont pas d'autre terre où aller, ils n'ont pas d'autre choix que de rester dans leur terroir. Et ils sont là, ils s'accommodent. Ils s'accommodent, bien qu'ils vivent ça très dur et très difficilement, mais ils prennent ça avec beaucoup de philosophie. Vous savez, le Malien, il tient beaucoup à sa liberté. Ils sont habitués à ce va-et-vient. Donc, ça manque à ce Malien. Et le fait même, ce poids de savoir qu'on est sous occupation, c'est un poids énorme. Et ça, les populations vivent ça. Mais puisque c'est des croyants, c'est des gens qui pensent que, bon, de toute façon, on est là et nous allons y rester, quoi qu'advienne. Et sur le plan des conditions de vie, on vous a vu très impliqué dans l'aide humanitaire en direction des régions du Nord. Est-ce que ça a un impact véritable sur leur vie? C'est une des raisons aussi qui m'a poussé à aller, moi personnellement, pour aller voir. Parce que concernant l'aide humanitaire, il y a eu beaucoup de spéculations là-dessus. Les gens ont parlé de beaucoup de choses. Bon, évidemment, moi je n'étais pas là-bas. Sur place, je ne reçois que des rapports. Je pensais qu'il faut peut-être profiter de cette occasion pour aller voir, et constater, vérifier, pour savoir est-ce que ce qu'on envoie effectivement arrive à la population nécessitée, ou en tout cas se détourner quelque part, par-ci, par-là. J'avoue que ce qui est envoyé est arrivé à bon port, mais la quantité, elle est insuffisante par rapport vraiment aux besoins. C'est ça le problème. Donc je comprends l'état d'esprit et l'état d'âme des gens qui n'ont rien eu, qui disent que bon, nous, tout ce qui est arrivé, on n'a rien réussi, et rien n'est arrivé à notre niveau. Certainement, ça a été détourné par les assaillants. C'est un droit pour eux de parler comme ça. Et je comprends, je leur concède cela. Mais ce que je peux affirmer aujourd'hui, c'est que ces dons-là, effectivement, sont arrivés à Gao. Mais vous imaginez ce que nous on a envoyé pour les deux convois, les deux premiers convois. C'est à peu près 900 tonnes de vivres, de médicaments et tout autre. 900 tonnes que tu partages entre 3 régions. Il y a des endroits où ils n'ont même pas un grain. Voilà, ça, je suis vraiment un grand besoin. L'élan de solidarité, il est peut-être insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut envisager? Les besoins sont énormes, mais en réalité, vous savez, hein, certainement il y a des choses qu'il faut dire ailleurs qu'ici sur le plateau, parce que nous voulons aujourd'hui offrir toutes les conditions à nos compatriotes qui sont dans cette situation. Mais le problème, c'est que les gens viennent occuper un endroit, alors on ne peut pas entretenir cet endroit pour eux, leur donner le luxe de rester là-bas, et que nous sommes là en train d'offrir tous les services, alors qu'eux, ils sont des occupants. Si vous occupez un endroit, il faut quand même vous acquitter des tout. Voilà. Alors, donc, il y a un jeu dans cette affaire-là qui fait que, finalement, on a dit que, bon, il faut faire quelque chose à nos populations, mais faire beaucoup aussi attention pour ne pas entretenir nous-mêmes cette occupation. Est-ce que vous avez eu l'impression que les occupants sont un peu sensibles à la situation de misère, j'allais dire, que vit la population locale? Ces occupants qui sont là-bas, nous ne pouvons pas les qualifier de sensibles. Quand vous occupez l'endroit de quelqu'un, le qualifier aujourd'hui de sensible ou autre, je crois que ce n'est pas la qualification qu'il faut. Mais ce qui est certain, c'est que c'est la population même qui s'accommode, qui essaye vraiment de vivre leur vie, qui s'invente une vie maintenant, parce qu'ils sont obligés de faire avec. Venons-en, si vous le permettez, à la crise institutionnelle ici au Sud. On a tout simplement l'impression qu'on se parle sans s'entendre. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des espoirs de sortie? On n'a pas d'autre choix que de s'entendre. Si on a fait 4 mois on se parle sans vouloir s'entendre, aujourd'hui on est obligé de s'entendre. On n'a pas le choix. Moi, ce que je vis à Gao, c'est inacceptable. Si l'étendue du territoire qui est sous occupation aujourd'hui, avec seulement ce que je vis, je ne sais pas, je ne suis pas un homme de terrain dans ce sens, je pense que c'est difficilement acceptable qu'au Mali nous ne puissions pas trouver une solution à ce problème. Donc notre problème, c'est d'abord à Bamako. Et ça, aujourd'hui, nous sommes obligés
obligés de nous entendre. C'est vrai que nous, avant même cette crise, avant le 22 mars, nous avons tiré sur la sonnette d'alarme. Nous avons parlé, nous avons crié. Les gens pensent que Dicko se mêle de ce qui ne le regarde pas. On commence à le taxer de tout. Mais je voyais le danger venir. Vous ne pouvez pas, dans un pays qui n'est pas organisé, un pays qui n'est pas soudé, un pays dans lequel l'injustice, il y a beaucoup de mots que je ne vais pas vraiment dire ici, devient un système, ça crée un malaise profond dans le pays. Et le pays est allé à des confitures. Donc le 22 mars a trouvé que le pays était déjà dans une situation où peut-être on allait vers le chaos. Le 22 mars, ça précipitait les choses. Aujourd'hui, il faut qu'on reprenne nos esprits, on regarde tout droit en face de nous la réalité et trouver une solution à notre problème. L'actualité, c'est bien évidemment la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est le remède miracle? Un gouvernement d'union, un gouvernement de large consensus, un gouvernement, il faut le qualifier comme vous voulez. Peu importe. Moi, je pense aujourd'hui, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est l'union qu'on doit faire, c'est une union sacrée pour sauver le pays. Si c'est le gouvernement qui peut le faire, et il faut faire une union dans ce gouvernement-là, il faut le faire. Il faut le faire. Mais c'est l'union de tout le cœur des Maliens aujourd'hui qui est encore le plus important. Le gouvernement, c'est une équipe de quelques individus. Mais c'est tout le peuple malien. Le gouvernement doit être aujourd'hui certainement l'ancrage de cette union pour qu'ensemble nous puissions sauver l'essentiel qui est notre pays. Donc, qu'il y ait le gouvernement d'union, qu'il y ait ces différentes propositions que le président a eu à faire, que je salue d'ailleurs, parce qu'il faut trouver n'importe quelle proposition, n'importe quelle ouverture aujourd'hui qui permet vraiment d'apaiser l'atmosphère, il faut le faire. Il faut s'engager dans ça. Est-ce que vous êtes prêt à y participer en tant qu'acteur, disons par exemple entrer au gouvernement, être à une vice-présidence? Est-ce que vous êtes prêt à jouer un rôle actif dans cette transition? Vous savez, ce n'est pas ma vocation. Moi, je suis un imam, je suis président du Haut Conseil islamique, je vais vraiment me contenter de cela. Mais je suis un Malien, je suis un patriote, je suis dans mon pays. Aujourd'hui, vu la situation du pays, tout ce que je peux faire pour sauver le Mali, je le ferai. Tout ce que je peux faire, que je peux jouer comme rôle aujourd'hui, si ça peut participer à sauver le Mali de cette situation, je suis prêt à le faire. Monsieur le Président, on a l'impression qu'il y a eu une crise dans la crise, une question qui continue, si je peux me permettre l'expression, de polluer un peu l'atmosphère, c'est cette fameuse question de béret rouge. Est-ce que vous avez entrepris des actions dans ce sens? C'est vrai que cette situation n'est pas aisée, n'est pas facile, il est difficile de dire quelque chose par rapport à cela. Mais je peux l'affirmer que beaucoup des parents, des gens incarcérés à l'époque, ont fait des démarches envers moi pour voir ce qu'on peut faire. On a essayé de contacter ici et là des gens pour essayer d'adoucir les positions et voir comment éventuellement nous pouvons trouver une solution à cela. Mais je pense aujourd'hui, honnêtement, que la situation dans laquelle le Mali se trouve aujourd'hui, nous devons faire preuve de dépassement de soi pour trouver des solutions à tous ces problèmes. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à de règlement de compte. L'heure, c'est le pardon. C'est l'union de cœur, l'union sacrée aussi de cœur, pour vraiment se donner la main, oublier tout ce qui s'est, tourner la page de tout ce qui a été fait et qu'ensemble nous puissions aller vraiment vers l'essentiel qui est libérer notre pays. Je pense que les Maliens sont suffisamment responsables, et puis nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Béret rouge, béret vert, béret blé, béret je ne sais quoi. C'est nos enfants. Ils sont tous nos enfants. Il n'y a pas un élément de l'armée malienne qui est venu d'ailleurs. Nous sommes tous les mêmes. Et il ne faut pas qu'on oublie cela.
Nous sommes tous les mêmes. Il peut y arriver des incompréhensions par-ci, par-là, ça et là, dans un moment ou dans un autre, mais ça ne peut pas être continué. Il faut nécessairement qu'on s'arrête aujourd'hui et qu'on mette fin à des situations comme ça et qu'ensemble on se pardonne, on se parle et puis, comme on le dit si bien chez nous, Djekafo est d'amour. Voilà. Le Djekafo là, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse entre nous, sans polémique, sans rien. Et aujourd'hui, je profite de votre micro pour demander à tous les Maliens. Nous sommes dans un mois sacré. Demander à tout un chacun de parler avec leur cœur. De parler avec leur cœur. D'oublier le rancune, d'oublier disons la haine, mais de privilégier l'amour, le pardon. Ça, je demande à tout un chacun. Nous sommes des croyants, nous sommes dans un mois béni, dans un mois sacré. Profitons de ce mois pour vraiment pour faire une repentance réelle. Parce que ce n'est pas pour rien que le bon Dieu nous a mis dans cette situation. Nous sommes certainement coupables, qu'on revient vraiment à de meilleurs sentiments, qu'on se repentance, entre nous-mêmes, qu'on se pardonne mutuellement. Je pense que Dieu nous donnera la voie à suivre, Inch'Allah. Inch'Allah, on l'espère bien, Monsieur le Président. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut bien, en compagnie d'un autre invité. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM.